Vous dites que le sport est le phénomène sociologique le plus important du XXe siècle. Et en même temps, ce qui pourrait paraître paradoxal, vous dites que le sport est un impensé, un incritiqué. Comment penser cela en même temps? Non seulement c'est un impensé et un incritiqué, mais c'est peut-être aussi presque un crime de critiquer le sport. C'est quelque chose qui vous classe du côté des mauvais, des méchants ou des grincheux, voire des anti-contemporains, des anti-modernes. Donc c'est un classement qui vous déclasse. Donc c'est pas seulement un impensé, je crois que c'est aussi un tabou. C'est un impensé parce que c'est un tabou. Mais phénomène central, pas marginal, peut-être arrivera-t-il dans 3 siècles, 4 siècles, que les historiens de ce lointain futur appelleront notre époque le siècle ou les siècles du sport, comme on parle, ils appelleront les siècles du sport avec consternation, j'en suis persuadé, comme on parle du siècle des Lumières, du romantisme, voilà, c'est quand même le phénomène le plus... Mettons-nous sur une autre planète, mettons-nous sur Mars, regardons la Terre, et on voit toute la Terre s'amuser, faire des courses, s'amuser sérieusement, nous reviendrons là-dessus, faire des courses à pied, des courses de bicyclette, des jeux de ballon. Ce n'était pas le cas il y a 3 siècles, ce ne sera pas le cas probablement 3 siècles après. Imaginons une conversation au Café du Commerce en 1890. Aujourd'hui, aller au Café des Sports, au Café du Commerce, on va commenter les matchs de football, les arrivées du Tour de France, mais en 1890, non, on ne parlait pas de ça. Dans la mesure où les civilisations extra-européennes entrent dans le système sportif, elles adoptent à la longue ce que l'Europe a créé au moment de la révolution des temps modernes. Si vous voulez, ça peut être... l'Iran s'intéresse au football. Mais quand l'Iran entrera dans le jeu de la compétition, vous me direz, ce sera une bonne nouvelle. Sait-on jamais. Mais quand l'Iran entrera dans le jeu de la compétition, Coupe du monde de football, etc., très sérieusement, et adoptera les, entre guillemets, valeurs sportives qui sont à l'origine des valeurs européennes modernes du XVIIe siècle, eh bien, l'Iran s'européanisera, s'occidentalisera. Je ne crois pas que nous assistons à la défaite de l'Occident, mais alors sans doute est-ce là pour le pire, avec le sport, la mondialisation du sport, nous assistons au triomphe de l'Occident par la conversion de toutes les autres aires civilisationnelles à ce que l'Occident a inventé au XVIIe siècle avec la modernité. Il est frappant de remarquer que les sportifs ne parlent jamais d'esprit ou d'âme, mais ils parlent, comme de plus en plus les coachs d'entreprise, de mental. Ce mental est finalement, par rapport à l'âme ou à l'esprit, ce qu'est le corps maître par rapport au corps faible, sans faire de dualisme, par rapport au corps faible dont nous parlions tout à l'heure. Ce mental travaille à empêcher que des éléments ou des forces psychiques viennent perturber l'attention vers la réussite ou vers la performance. Le mental, c'est l'âme transformée en muscle. Oui, c'est exactement cette chose. L'âme transformée en muscle, dire que la psychologie du sportif, ce qui séparait, paraît-il, d'après la philosophie, les hommes des animaux, l'esprit ou l'âme, donc la psychologie des sportifs soit appauvrie au point que sa seule obsession, ce soit la victoire, le gain,
la performance. Voilà. Alors, si cela ne concernait que le monde du sport, on pourrait croire à une aberration comique. Mais en fait, là encore, cela se diffuse dans toutes les autres activités. Ça devient un modèle. C'est un modèle. Dans l'entreprise, il faut avoir une mentalité de gagnant. Vous ne pouvez pas posséder, comme possédaient vos ancêtres, un esprit ou une âme. Vous ne pouvez pas avoir la complexité humaine. C'est une guerre aussi. Ce mental, c'est une guerre contre la complexité humaine. C'est quelque chose de... Ce n'est pas anodin du tout, ce triomphe du mental. Ce n'est pas anodin du tout, cette substitution du mot mental au mot âme et au mot esprit qui était traditionnel dans nos sociétés. L'homme sans souci, usiné par le sport et par les industries du divertissement, je peux citer Renaud Camus, il les appelle les industries de l'hébétude. C'est joli comme formule, une industrie de l'hébétude. L'homme qui ne penserait plus qu'à la fête, on ne peut pas ne pas penser à Homo festivus. On pense à Homo festivus, on pense à Philippe Muret. Alors on voit qu'on est avec ce type d'homme très très loin. Revenons à Lévi-Strauss, revenons à Pierre Clastres ou à Malinowski. On est très très loin de l'homme des origines, de l'homme primitif, qui lui est l'homme hanté par le souci, qui n'est pas du tout l'individu moderne. Alors l'individu moderne ou Homo festivus, c'est-à-dire l'homme dont tout l'imaginaire est articulé au cosmos, au rôle, c'est un imaginaire cosmique. L'individu moderne est plutôt acosmique. Bon, cela, tout le monde le sait. Et donc, il ne faut pas croire que cet homo festivus, cet homme sans souci dont je parle, que ce soit un retour à l'homme primitif, c'est exactement, hélas, le contraire. C'est une rupture avec l'homme. Et le message que je porte là est à la fois un message désabusé, assez triste, mais c'est aussi un message humaniste, c'est-à-dire un message de valorisation de ce qu'a été l'homme jusqu'au type de société déshumanisante, négumanisante, dans lequel nous sommes entrés, et processus dans lequel le sport a une importance centrale. Pour reprendre une expression de Renaud Camus, serions-nous des inhéritiers? Vous parlez de tous ces héritages avec lesquels on rompt cette absence au fond de mémoire, de continuité. Et dans quelle mesure le sport ferait en particulier de nous des inhéritiers? D'abord parce que le sport, c'est le contraire, je crois, de l'histoire. Voilà. Nous avons parlé tout à l'heure d'interchangeabilité, peu importe qui a gagné et quand. C'est le contraire de l'histoire, c'est l'anecdote. Bon. Et l'importance prise par le sport dans nos sociétés, je crois qu'elle se fait... Bon, c'est le contraire de l'histoire, ça signifie... c'est l'articulation au temps court, l'être humain prisonnier de l'instant, qui est dans l'instant comme dans une cage, et qui ne peut plus voir. Il y a eu beaucoup de critiques du présentisme, vous citiez Baudrillard par exemple, et qui ne peut plus voir au-delà de cette cage. Le sport favorise cela. Vous dites que le sport, c'est l'anti-jeu et le jeu, c'est l'anti-sport. Voilà une formule qui peut faire du bruit. Oui, on peut faire une analogie entre le volcan et la lave et le jeu et le sport. Et le jeu, c'est ce qui est en dessous, ce qui menace
d'éruption, donc ce qui finalement permet la vitalité, mais ce qu'il faut en même temps toujours contenir et sans doute toujours nier pour éviter l'explosion de l'institution. C'est-à-dire que si l'on veut jouer, il ne faut pas faire de sport. Et si l'on fait du sport, c'est que l'on ne veut plus jouer, que l'on refuse le jeu. Ça, c'est le cadre général. La vérité est plus nuancée. Pourquoi un sportif de haut niveau, soumis à des contraintes démentes, continue-t-il d'aimer un petit peu encore ce qu'il fait? C'est parce qu'il y a dessous cette lave. C'est parce que cette force du jeu est toujours présente. Ça signifie que le jeu est aussi le tabou du sport. C'est le deux. Les deux, ça n'est l'énergie et le tabou. Bon, peut-être aussi comme la libido chez Freud.